Je pense que l'idée, c'est de se dépasser et de montrer quelque chose de nouveau. C'est ça qui nous motive au quotidien en tant qu'entrepreneur. C'est pas l'aspect financier, il est important. Quand on monte une boîte, tout le monde travaille pour quelque chose. Il est important et nécessaire. Mais c'est pas ça qui va vous motiver au quotidien quand vous vous levez le matin. L'idée, c'est de se dépasser, de vouloir montrer qu'il y a des choses différentes qui existent. En tout cas, c'est notre ADN chez Aubert et Mathieu. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ma plus grande fierté. Salut Anthony, salut Jean-Charles. Salut. Vous allez bien? Ça va, impec. Merci déjà de nous accueillir chez vous, chez Aubert et Mathieu à Carcassonne pour ce premier épisode de Midi Entrepreneur. Pour rappeler un petit peu ce qu'est Midi Entrepreneur aux gens qui nous regardent, c'est le premier média qui met en avant les entrepreneurs du Sud et notamment d'Occitanie. Et du coup, ça avait du sens, vous êtes né à Carcassonne tout comme moi, donc ça me fait vraiment plaisir de commencer par vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Du coup, de façon assez classique, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, Anthony, Jean-Charles, qui vous êtes et ce que vous faites. Je laisse commencer. Ok. Moi, je suis Anthony Aubert. Donc, comme tu l'as dit, je suis né à Carcassonne. On était au lycée ensemble avec Jean-Charles. Moi, j'ai eu un petit parcours différent de celui de Jean-Charles donc moi, je suis parti sur des études de vin et de commerce. Après ça, je suis parti à l'étranger, notamment en Asie, aux États-Unis, où j'ai travaillé un petit peu dans des grandes boîtes de champagne où je vendais du vin, j'ai vinifié également. Puis, je suis revenu à Carcassonne il y a 5 ans pour monter ce projet Aubert et Mathieu avec Jean-Charles. Voilà, pareil, donc comme a dit Anthony, Jean-Charles Mathieu, né à Carcassonne, fils de parents commerçants du centre-ville. Et petit à petit, je me suis exporté à Toulouse et à Paris pour les études en finance. Je suis rentré chez BNP Paribas assez rapidement et au bout de 4-5 ans, j'ai voulu voir autre chose. Anthony est arrivé des États-Unis avec cette idée en tête, donc on s'est mis autour d'une bière et pas d'un verre de vin et on a commencé à en discuter pour créer Aubert et Mathieu. Voilà. Du coup, vous aviez deux profils assez différents quand même. Toi, tu avais plus le côté finance commercial, on va dire, et toi, Anthony, tu avais vraiment le parcours vin. Le parcours vin plutôt commercial et côté production, voilà. Et Jean-Charles est plus sur la partie gestion aujourd'hui dans la boîte. Ouais. C'est comme ça qu'on se répartit les tâches. Le fait que tu sois parti aux États-Unis, etc., par rapport à ça, est-ce que ça t'a amené un plus dans l'histoire d'Aubert et Mathieu? Le fait, donc moi j'ai fait 3 ans en Asie, en Thaïlande exactement, et un petit peu au Vietnam, et 2 ans à New York aux États-Unis. Moi, oui, ça m'a ouvert l'esprit, si je peux dire, parce que la vision du vin et la façon de le faire est très différente, suivant qu'on soit en Australie, en Argentine, aux États-Unis, en France ou en Italie. Donc oui, ça nous a pas mal ouvert l'esprit, tant sur la partie commercial marketing, où ça se voit aujourd'hui avec ce qu'on fait avec Aubert et Mathieu, c'est quand même assez libéré et audacieux. Et aussi en termes de vin, de profil de vin, on est sur des profils plus frais, plus internationaux, où il y a beaucoup de fruits. C'est ce que ça m'a apporté. Et ton rôle, quand tu étais à l'étranger, c'était quoi? Moi, j'étais commercial. J'étais commercial pour les champagnes et pommeries. Par exemple, aux États-Unis, je travaillais pour un gros distributeur qui s'appelait Bangkok Beer and Beverage à Bangkok, en Thaïlande. Moi, mon travail, c'était du commercial pur. C'était ça essentiellement. Et toi, du coup, Jean-Charles, issu d'une famille de commerçants. Voilà. Donc tu peux parler un petit peu de ça? Ouais, donc famille de commerçants. Donc historiquement, c'est mon grand-père qui a fondé la société. Donc c'est de la revente d'articles de maroquinerie, sacs et bagages. Donc il a commencé à Castelnaudary, puis Carcassonne, et après il est allé à Narbonne, Perpignan, Sète et Montpellier. Donc voilà. Donc moi j'ai grandi dans ce milieu-là, donc de commerce. Et après très rapidement, j'ai fait des études plutôt pour m'orienter vers comptabilité et finance. Donc je fais un master à Toulouse en finance d'entreprise. Et après je suis monté à Paris. Et là je m'occupais de tout ce qui est conformité et clients grand compte chez BNP Paribas. Donc c'était ce qu'on appelait les clients stratégiques. Par exemple, aujourd'hui Google a une branche en Europe, et donc en fait on s'occupait par exemple de tout ce que peut faire des grands clients américains en Europe. Donc il y avait plein de sujets qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des sujets tant d'innovation sur la blockchain, les paiements et tout ça, des sujets aussi qui sont un peu au bout du jour, c'est-à-dire de régulation, c'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai appris que par exemple certains pays, on peut pas traiter avec certains pays. Nous on le voit aujourd'hui avec le vin, c'est-à-dire qu'à l'export on peut pas traiter avec d'autres pays puisqu'ils sont sous embargo, donc voilà, avec des sanctions. On le voit notamment en Russie aujourd'hui qu'il y a des sanctions, et donc voilà, donc tout ça prenait vraiment tout son sens à la banque. Et donc moi j'ai fait voilà à peu près 3-4 ans à Paris dans ce milieu-là. Donc vous êtes né à Carca, vous étiez amis, et à quel moment vous vous êtes dit on va s'associer, on va monter Aubert et Mathieu?
Donc moi, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'étais aux États-Unis, à New York. Je commençais un petit peu à tourner en rond dans mon job. Et aussi, j'avais l'envie d'entreprendre, de faire des choses et de revenir ici à Carcassonne, dans le sud de la France, faire du vin un petit peu à notre sauce. Mais c'est vraiment cette envie d'entreprendre, je pense, qui nous a réunis. Bon, Jean-Charles est issu d'une famille de commerçants où si je peux dire, il est né dans le magasin et il a grandi dans le magasin. Donc il avait ça un petit peu en lui. Et pareil, je te laissais prendre la parole, mais je commence à te poser des questions sur ton futur dans la banque. Qu'est-ce que ça allait devenir, et c'est là où on s'est réunis. Il y avait une croisée des chemins où soit je continuais une carrière dans la banque et en fait je partais à l'étranger, soit effectivement je revenais et un peu je prenais la suite de mes parents, je continuais, enfin on montait cette aventure avec Anthony. Donc effectivement voilà, il y avait moi aussi d'un côté l'envie de me jeter, parce qu'en fait entreprendre c'est quoi? C'est se jeter dans le vide. C'est au moins c'est se dire bon ben voilà, je quitte un confort, une sécurité de l'emploi, surtout à la banque quand même, qui était quand même où on est assez privilégié, et se dire bon ben voilà, demain je saute dans le vide, je sais pas qui vont être mes clients, je sais pas quels vont être mes produits, je sais pas si je vais gagner de l'argent, mais je vais entre guillemets mettre tout mon cœur à l'ouvrage. Vous avez noté qu'Anthony tournait en rond à New York, du coup il est retourné à Carcassonne. Ouais, c'est ça. Donc donc voilà, donc Anthony arrive et il me dit ouais voilà, donc il rentre de New York. Je crois que tu as eu quelques difficultés à postuler puisque quelques refus où t'avais pas les postes que tu. J'avais 26-27 ans à cette période, avec 2 expériences, une en Asie, une aux États-Unis, dans des grosses boîtes. Et ici j'ai postulé pour des postes de responsable export. Plutôt compliqué à trouver les postes que je voulais, travailler pour les boîtes que je voulais, parce que c'est important de travailler pour vendre quelque chose qui nous tient à cœur et adhérer à la philosophie de l'entreprise. Et après on va pas se cacher, en termes de package salarial, c'était pas du tout au niveau des attentes non plus. Donc il y avait cette petite idée d'entrepreneuriat qui était là. Voilà, on avait 26-27 ans. Bon, ben, c'était le moment de sauter. Le risque il était moindre. Donc voilà, donc on s'est dit, on lance ça. Donc Anthony en fait est rentré en 2019 à Carcassonne, et moi je crois que j'ai fait 6 mois de plus à Paris, le temps de bien planifier le déménagement, et l'aventure elle a commencé comme ça en fait. Souvent on voit dans le vin que c'est souvent des histoires de génération. Vous n'êtes pas du tout issu du monde viticole. Est-ce que ça a posé problème, ou au contraire ça vous a laissé le champ libre? C'est une force et une faiblesse. C'est ça. Donc c'est une force dans le sens où on est libre, le champ des possibles il est infini, c'est-à-dire que il y a pas cette dualité je l'ai parce que je l'ai au niveau des magasins. C'est-à-dire il y a toujours quelqu'un qui est passé avant toi en te disant mais avant on faisait comme ça. Donc ça nous on l'a pas eu, mais la faiblesse c'est que c'est l'inconnu quoi. Donc voilà, ça c'est la dualité, mais effectivement c'est pas l'histoire qu'on raconte. On peut pas raconter qu'on est la Xème génération. Peut-être qu'il y en aura une seconde, mais pour l'instant voilà, on est les premiers quoi. On est la première génération, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Ok, cool. Pour entrer un peu dans le vif du sujet, donc Aubert et Mathieu, si je ne me trompe pas, vous êtes donc négociant en vin. Vous sélectionnez le vin directement chez les vignerons et vous créez avec les parcelles, etc., des cuvées spéciales en fonction des objectifs, c'est ça? L'idée de départ d'Aubert et Mathieu, notre constat, c'est quoi? C'est hors local, mais au niveau national et international, les vins de Languedoc-Roussillon, ils sont pas aussi bien représentés et aussi bien valorisés qu'on peut l'imaginer. Nous, l'idée, c'était de travailler sur ça, mettre en avant ces produits régionaux, parce que le Languedoc-Roussillon, c'est le plus grand vignoble du monde en termes de surface. Et on a cette force de faire tout type de vin, de l'entrée de gamme jusqu'à du très haut de gamme, tout type de profil, tout type de cépage, tout type de vin. L'idée, c'était de capitaliser sur ça, se rendre compte que la façon de communiquer sur le vin, elle n'a pas évolué depuis qu'on fait du vin en fait. Donc nous, on voulait apporter notre petite touche, ça qui vient beaucoup de mes voyages, de mes différentes activités aux 4 coins du monde, et cette envie aussi on est un peu la première génération digitale, si je peux dire, de se servir de ces outils pour vendre du vin et en parler, et aussi pour en produire maintenant. On y reviendra plus tard avec l'intelligence artificielle. Mais le constat de départ, c'est là, faire des vins un petit peu moins lourds, plus frais, plus digestes, avec un marketing, un ADN de marque qui clinque aux yeux, qui donne envie, et quelques engagements pour la planète. Voilà, l'idée de départ d'Aubert et Mathieu, elle est là. Et là, du coup, pour sélectionner les vins, sélectionner les vignobles, vous vous rendez sur place, vous goûtez, vous voyez avec les vignerons, comment ça se passe? Aujourd'hui, on est accompagné par le laboratoire du Bernet à Narbonne, qui nous accompagne sur cette partie production, œnologie.
Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de vignerons sur la région Languedoc-Roussillon. Comment ça fonctionne? On a un partenariat où, si je dois résumer, on se met d'accord sur une parcelle, les raisins nous sont alloués, le vigneron va vinifier ces raisins pour nous, ensuite on fait nos assemblages, parce qu'une cuvée ne vient pas d'un seul vignoble, on assemble différentes parcelles, différentes cuves de différents endroits, et ensuite on embouteille tout chez notre embouteilleur qui est essentiellement Limoux Conditionnement. D'accord. Voilà comment on fonctionne. C'est ce qu'on appelle du négoce plutôt premium, parce que le négoce a plutôt mauvaise presse, on va pas se mentir. C'est souvent les bouteilles pas très chères en fond de rayon, en grande distribution. Nous, on est plutôt sur les modèles bourguignons ou champenois, où on essaye de premiumiser le produit. Comment? En fait, nos vignerons partenaires, pour nous, ils font partie de la boîte. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de leur acheter le raisin le moins cher possible, c'est souvent l'image qu'on a du négociant. Nous, on essaye au contraire de mettre en place des partenariats long terme. La plupart, ça fait 5 ans aujourd'hui au Aubert et Mathieu. La plupart, on bosse toujours avec eux. Ça n'a pas changé. Comment on fait? On rémunère un petit peu mieux que le cours du vrac ou le prix du raisin. Et ça permet de fidéliser et d'arriver à faire des produits plus élaborés, plus premium. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et nous, notre rôle, c'est justement, en achetant plus cher que le cours du vrac, c'est vraiment de valoriser. Alors valoriser par l'histoire, par les valeurs, par la façon dont on travaille, par aussi l'histoire qu'on va raconter sur le vin. Et en fait, toute cette valorisation nous permet en fait, de valoriser aussi le travail du vigneron en amont. Donc en fait, voilà, c'est un cercle vertueux, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, le négoce, vous, sur votre chiffre d'affaires, c'est quoi la répartition un peu? C'est B2B? B2C un peu? Non, c'est B2B, c'est 95% aujourd'hui B2B. D'accord. Voilà, enfin B2C, c'est... en fait, je vais caricaturer, mais c'est les amis, les mariages, les baptêmes, c'est vraiment pour faire plaisir. Mais le gros du marché, c'est 95%, 99% B2B et aujourd'hui, c'est 60% à l'export. Donc, vous parliez de marketing, donc vous chez Aubert et Mathieu, il y a quand même une volonté de mettre beaucoup d'efforts dans le marketing pour justement sortir un peu du lot par rapport aux autres. En fait, quand on dit beaucoup d'efforts sur le marketing, c'est on réfléchit au message qu'on veut passer. Comme a dit Anthony, le constat c'était que on est sur un grand vignoble, on pense que ça peut être mieux valorisé, mais aussi on voulait, par rapport aux étiquettes, on voulait faire passer un message, c'est-à-dire qu'on n'est pas la Xème génération, donc pour nous, ça n'avait pas de sens de mettre un château sur l'étiquette. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas aussi dans ce genre d'étiquette. C'est-à-dire, ils préfèrent quelque chose de coloré, d'un peu plus peps. Et donc, en fait, voilà, nous aujourd'hui, le constat à la base, l'idée qu'on avait dit, c'était, on voulait partir du côté moderne qui nous représentait à nous, voilà, par nos voyages, par nos expériences, et le côté tradition qui était en fait le travail du vigneron au quotidien dans les vignes qui lui en soi n'a pas beaucoup changé. Et en fait on a mixé les deux, ce qui nous a permis de faire des étiquettes un peu comme ça où on prenait des tableaux avec des peintres du 18e, donc ça c'était pour le côté tradition, et après nous on ajoutait tout ce qui est des petits papiers collés avec on avait travaillé avec un graphiste, mais en fait cet effet un peu de mélange modernité et tradition, et en fait c'est ça aussi qu'on rencontre. Donc dans le travail marketing, on a beaucoup travaillé en amont nous aussi pour pas juste tout déléguer, et ça je trouve que c'est un message important aux jeunes qui veulent se lancer. Faut pas juste dire en fait le côté marketing je délègue 100% à une agence de com, parce que personne communiquera mieux les valeurs que vous. En fait c'est vous qui portez les valeurs de la boîte que vous portez. Donc si vous déjà vous êtes au clair avec ce que vous voulez porter, en fait c'est beaucoup plus fort que si c'est quelqu'un d'autre qui les porte. C'est ça. Et l'idée derrière ce travail marketing, c'est quoi? C'est se différencier. Parce qu'aujourd'hui, le marché du vin, il est ultra saturé. Il y a qu'à imaginer un rayon dans un supermarché. Il y a peut-être 1000 ou 1500 vins différents. Pour le néophyte, toutes les bouteilles, c'est les mêmes. Donc, nous, l'étiquette, elle était importante parce que c'est 80%. C'est quand même important. 80% de l'acte d'achat, c'est l'étiquette qui va attirer l'œil. Donc on a fait un gros travail sur ça. Après, au-delà de l'étiquette, il y a tout le positionnement. On est plutôt premium, on est un petit peu plus cher que tous nos concurrents. Il y a un travail sur le nom, il y a un travail sur la stratégie digitale. Enfin, marketing ne veut pas dire que étiquette. L'étiquette, c'est ce qui va attirer l'œil, qui va donner envie d'en savoir plus en fait. Déjà, vous avez fait 80% du chemin. Donc voilà. Et aujourd'hui, même dans nos stratégies d'acquisition, comment on vend? Moi, je suis commercial de formation. Quand j'étais commercial, j'avais mon sac à dos, j'allais frapper à toutes les portes et j'essayais de vendre mon vin. Ça, on le fait toujours. Mais en plus de ça, on diffuse énormément de contenu. On a une identité de marque qui est très différenciante. Donc les gens, ça leur donne envie de venir à nous. Et ça permet d'engager le dialogue. Donc en fait,
En ayant ces deux stratégies, d'aller chercher les gens et qu'ils viennent à nous, ben on fera pas tous les tableaux. Du coup là c'est plus de la notoriété puisque tu me dis que tes clients c'est pas trop des B2C, c'est vraiment cette stratégie marketing c'est vraiment pour avoir ouais, voilà, un aspect de notoriété au grand public. Ben, un des outils de notoriété qui nous a servi, qui nous sert encore beaucoup, c'est LinkedIn, parce que c'est vrai que beaucoup de d'événements ou de news qu'on fait, on le publie sur LinkedIn, donc ça permet aux gens de nous suivre et surtout ça permet aux décideurs, c'est-à-dire que souvent les gens qui sont sur LinkedIn sont des décideurs, soit dans des grandes maisons, soit dans des grands groupes, au service achat ou tout simplement le restaurateur qui a son petit restaurant. Mais et donc il voit ça et en fait il voit potentiellement des choses qui lui parlent et donc il s'est dit en fait après il y a une chose qu'on peut pas enlever, c'est qu'il faut que le produit soit bon. Voilà. Mais à partir du moment où la personne elle se dit, en fait ça coche pas mal de cases. Par exemple, je vais prendre un exemple. Au début, la première année qu'on s'est lancé, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah vous n'êtes pas bio, parce que la première gamme qu'on avait, on n'était pas bio. Et en fait, on avait fait 2-3 salons, on en avait marre de nous entendre dire, vous n'êtes pas bio, vous n'êtes pas bio, vous n'êtes pas bio. Et donc on a réfléchi, on s'est dit, en fait, comment on peut contourner ce problème, sachant qu'on faisait des petites quantités. Les vignerons, ils étaient encore, on ne pouvait pas non plus travailler avec tout le monde puisque on en apportait peu de garanties. Donc on s'est dit, en fait, on va être neutre en carbone. Et dès 2019, nous, on a décidé d'être neutre en carbone. Alors maintenant, tout le monde en parle. Mais en 2019, on était quasiment les premiers. Enfin, pas les premiers, mais on était, en tout cas localement, un des premiers à dire, en fait, nous, on veut être neutre en carbone. Donc en fait, on compense tout ce qu'on dégage. Bon, on dégageait pas beaucoup, mais on compense. Et ça permettait d'amener un argument différenciant aussi à le fait que je suis pas bio, non, mais par contre j'agis à mon niveau sur la planète, voilà. Et donc tout ça c'était important pour nous. Ouais, ce côté éco-responsable, moi j'aime beaucoup parce que c'est dans l'air du temps déjà. Et du coup, donc tu me disais neutre en carbone. Après, vous avez mis quoi en place pour justement Donc aujourd'hui 80% de tout ce qu'on produit, qu'on vend est bio, certifié. Ok, donc là c'est quoi? C'est un cahier des charges qui est mis en place? C'est un cahier des charges. Justement ce matin je me faisais contrôler par Ecocer pour voir si on travaillait bien et c'est bon, il n'y a pas de souci. On continue. Donc il y a le bio. Au-delà du bio, il y a faire attention au niveau des sulfites, le soufre, c'est-à-dire qu'à la vin, c'est un conservateur qu'on ajoute à la fin lors de la mise en bouteille. On en met le moins possible parce que quand on en met trop, ça cache un petit peu le goût du vin, ça masque. On essaie d'en mettre le moins possible. On dit souvent aussi, c'est ce qui fait mal à la tête. Voilà, on n'en met pas beaucoup, donc voilà, vous en déduirez ce que vous voulez. On a ça, on est ce qu'on appelle low intervention, on dit en anglais. C'est-à-dire que le vin, en gros, on récolte la grappe, on la met dans la cuve. Si tout se passe bien, on rajoute rien, on fait rien. C'est vraiment l'idée, utiliser le moins de produits chimiques possible. On vient de se faire certifier B Corp, qui est un label RSE, certainement le plus contraignant sur le marché. Donc ça fait un an qu'on est dessus, donc là on est content, on vient d'avoir les résultats, c'est passé. En termes de packaging, donc on utilise des bouteilles allégées. On achète tout localement, à 100 km autour. Les bouchons, par exemple, ça vient de Perpignan. Le verre vient de Albi. Bon, les vins, ça vient d'ici du Languedoc-Roussillon. Les capsules, on est en train de les faire sauter. On ne met plus de capsules. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et en fait, c'est un complexe d'aluminium et de plastique qui pollue et qui a un coût. Donc, on préfère l'enlever. Donc, comme ça, on aura un meilleur bilan carbone en plus. Donc, ça pour la petite histoire, c'est on a fait un post sur LinkedIn. Ouais. C'est notre meilleur post. Ouais, on est sur 50 000 impressions, quelque chose comme ça. C'est hallucinant, enfin, on n'a jamais eu ça. Et en fait, ça a suscité le débat, c'est-à-dire qu'effectivement, on a enlevé la capsule. Nous, ça nous paraît. Alors, il y a certains marchés il y a certains clients qui nous disent, sur mon marché, non, tu vois. Sur l'Asie, qui est plus traditionnelle, ça va des petits volumes, on va être obligé de garder la capsule parce qu'ils ne les veulent pas, les produits. Concrètement, le client, le consommateur là-bas n'est pas prêt à boire des vins sans capsule. Ouais, il faut s'adapter. Par exemple, tu parlais de l'Asie, il y a des marchés où il y a des contraintes. Ok. Mais après, majoritairement en Europe, ça a été bien perçu. C'est bien perçu. Parce qu'en fait, quand on arrive à prouver que avec ou sans capsule, la conservation, c'est la même. Peut-être à quoi sert la capsule? C'est un déchet en plus. C'est un déchet. En fait, c'est un outil marketing, sauf que nous, nos capsules, elles sont toutes noires, donc ça sert à rien. Donc, ok. Donc, félicitations pour ça, l'engagement éco-responsable, c'est cool. Il y avait un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est donc l'IA, vous avez parlé de l'IA. Du coup, vous êtes les premiers à avoir créé une cuvée 100% avec ChatGPT. C'est ça? C'est ça. Je commence. Vas-y. Donc l'histoire elle est assez rigolote. C'était il y a un an, on était coincés tous les deux au Canada. Et en fait, j'ai commencé, parce que ChatGPT, je crois, est sorti en janvier ou février 2023. Et donc, j'ai commencé à parler avec l'outil conversationnel. Et en fait, je me rends compte assez rapidement que
pendant cette longue attente, c'est assez puissant. Et je dis à Anthony, ben, en fait, ce serait rigolo de faire le processus de A à Z. Alors, le processus, c'est quoi, en fait? C'est de demander à ChatGPT ou à un autre outil conversationnel de nous aider sur la production et sur la distribution. Donc, sur la production, en fait, on lui a dit, voilà, moi, j'ai tel cépage, j'ai du Grenache, Syrah, j'ai envie d'avoir un profil comme ça, dis-moi comment vinifier le vin, comment l'élever, donne-moi des pourcentages d'assemblage, voilà. Et donc en gros, on n'a pas suivi à la lettre, mais voilà, ça nous donne quelques indications. Et après, on lui a dit sur la partie distribution, voilà, fais-moi le plan de stratégie stratégique de communication, fais-moi l'étiquette, définis-moi la cible, fais-moi le prix. Et là, en fait, c'est hyper fort parce que il y a tout qui sort, mais en version vraiment, vraiment, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Donc bon, pour la petite histoire, il nous avait dit, je crois que l'idée c'était, il voulait s'appeler le Clos du chat, parce que voilà, ChatGPT, le Clos du chat, qui est à 50 €. Bon, on a un peu réorienté le positionnement, mais en soi, c'est vrai que sur la partie marketing et production de contenu, c'est assez puissant. Et donc en fait, voilà, une fois on en a fait 600, une fois qu'entre guillemets c'était fait, on n'avait plus qu'à pousser. Voilà, on a fait le buzz. Bon, effectivement, on a été les premiers, donc ça nous a aidé. Surtout parce qu'au final, on l'a lancé en avril. Au début, c'est la presse internationale qui l'a repris. Ouais, ça a super bien fonctionné sur tout ce qui est Autriche, Allemagne, Royaume-Uni. Je pense qu'ils ont une appétence plus forte que nous sur la nouvelle technologie. Et ils ont pas. Nous, en fait, les Français, on se met des barrières dans le monde du vin. Il faut que c'est quelque chose de très traditionnel. C'est un rituel quand on ouvre une bouteille. Il y a des pays dans le monde où, enfin, il y a des vins rouges infusés à l'Oreo, des choses. Vous allez pouvoir voir des trucs comme ça. Donc, nous, on est vraiment très classique, très traditionnel. D'autres pays d'Europe du Nord, c'était plutôt naturel et super bien perçu. Ouais. Donc en France, c'est passé assez inaperçu. Ouais. Et après, bon, on a été contacté par BFM Business du coup pour parler de ça. Et en fait, on se rend compte que au-delà des améliorations que peut amener l'IA, c'est-à-dire que sur un chatbot ou autre, nous c'était un vrai cas applicatif, c'est-à-dire que voilà, on l'a considéré comme un conseiller maître de chez ou comme un conseiller par exemple marketing, c'est-à-dire que c'est comme s'il était à la table avec nous, on y pose des questions. Ça veut pas dire qu'on va le suivre aveuglément, mais ça veut dire en fait que lui quand même, en fait je prends en compte son avis et ça me permet de commercialiser. Et en fait on est surpris, enfin moi je suis surpris puisqu'on en parle, du nombre de gens qui n'ont pas essayé l'outil en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont même pas essayé l'outil parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Il devrait parce que c'est ultra intéressant et ça fait gagner un temps fou quoi. Et là du coup, donc gros coup marketing, et est-ce que par rapport au produit final, la qualité du vin, il y a eu une différence avec vos vins habituels ou pas ou... Pas de différence. En fait, le vin, il est bon. La seule différence qui est incroyable, c'est que c'est une bouteille en IGP qu'on arrive à vendre presque 2 fois le prix de ce qu'on vend traditionnellement. Et parce que l'histoire veut que, voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Voilà. Et en fait, comme disait Jean-Charles, la qualité du vin, elle est bonne parce que c'est pas ChatGPT qui va le faire. Nous, on prend les conseils et après, c'est nous qu'on est derrière. Si lui, il dit, met 5% de syrah, mais qu'il les faut pas, on va pas les mettre. Enfin, sinon, parce que c'est nous qui avons la décision, c'est nous qui avons le palais, c'est nous qui goûtons, c'est nous qui mettons en bouteille. Donc c'est un super conseiller et aujourd'hui on s'en sert au quotidien dans l'entreprise, que ce soit sur les commerciales, en e-commerce ou sur la partie marketing. Ça fait gagner beaucoup de temps et en fait c'est une machine qui parle à une machine. Par exemple du référencement, ce genre de choses, c'est ultra puissant et ça fait gagner beaucoup de temps. Bah, tout le monde va l'utiliser de toute façon dans les années qui arrivent. C'est un peu enfin, surtout dans les métiers comme nous de marketing etc. Il y a beaucoup de pubs, c'est passage obligé quoi. Je lisais une étude du MIT qui disait que en fait ça va réduire les écarts de performance entre les bons et les mauvais. Les bons, en fait, ils n'ont pas besoin de ça, parce que par exemple, faire un bon post, ils savaient déjà le faire. Par contre, le mec qui était moins bon, en utilisant l'outil, lui, en fait, il va réussir à être meilleur que ce qu'il n'était. Donc normalement, ça va aider à réduire les écarts de productivité. Après, il y a une histoire aussi de prompt, etc. Parce qu'il faut bien l'utiliser. Parce que quelqu'un qui sait pas utiliser ChatGPT, ça va se voir ou ça va être moins qualitatif. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est pas la machine qui va remplacer l'homme, mais par contre, on peut se faire remplacer par quelqu'un qui sait utiliser la machine. Exactement. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de s'intéresser à ce sujet. Et en fait, ce sujet-là, c'est vrai que bon, on parle beaucoup de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, mais en fait, nous, tous les sujets technologiques, ça nous a toujours beaucoup intéressé. On avait fait des NFT à l'époque. En fait, on aime bien de voir
comment on peut faire des modèles applicatifs sur le monde du vin, qui est peut-être un des métiers les plus anciens du monde, voilà. Donc et comment on peut ajouter de la technologie dans ça, voilà. Et c'est là où on est libre, et c'est là où nous, bon voilà, on se met aucune limite, et bon, c'est voilà, c'est notre petit. Et pour revenir sur les NFT, donc tu disais, donc vous avez créé des NFT pour chaque bouteille unique, c'est ça? Ouais, on avait pris les étiquettes, on les avait transformées en images, on les avait mintées, et en fait on les avait mis à disposition. La différence, c'est que beaucoup de gens vendent le NFT en tant que tel, et après font de la spéculation. Comme voilà, nous on n'est pas des artistes, on ne voulait pas faire de la spéculation sur le vin. Donc on avait dit, la personne qui nous achète le NFT, on lui envoie un carton de vin. Donc en fait, il a acheté par exemple 80 € le NFT, mais en contrepartie, il avait un carton de vin. Donc ça lui permettait d'avoir l'actif physique et l'actif digital. Voilà, ce qui faisait plus de sens pour nous. Et voilà, ouais, on en avait vendu quelques-uns. C'était une histoire sympa. Super intéressant. Du coup, dernier sujet, chez Aubert et Mathieu, vin sans alcool. Pareil, vous êtes pas nombreux à le faire, je crois, en France. Est-ce que c'est pareil? Il y en a quelques-uns sur le marché? 15 ou 20 acteurs actuellement, je pense, sur le vin sans alcool en France. Nous, on produit ça exactement dans... Ben là, on est fin janvier, et ça va sortir dans 10 jours. Donc voilà, donc c'est le nouveau projet, le nouveau dada de 2024, sachant que ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. On l'avait déjà présenté lors de Salon Pro en 2023. L'idée, l'année dernière, c'était de recueillir les feedbacks des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que c'est quand même un produit assez particulier. C'est une base de vin classique. On va enlever la partie alcool. Et il faut imaginer que, en fait, l'alcool, c'est comme le gras dans la nourriture. C'est quelque chose où tout va se fixer dessus, tout ce qui est aromatique. Donc, quand on enlève l'alcool, c'est comme si on avait quelque chose sans plus aucune colonne vertébrale. Donc c'est vraiment très particulier, donc on est obligé de ce qu'on appelle reformuler. Donc on va ajouter un petit peu de mou de raisin, donc c'est-à-dire du jus de raisin. On peut aromatiser si on le souhaite. On peut ajouter différents agents texturants. L'idée, c'est d'avoir un produit qui soit bon en bouche et agréable. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a déjà pas mal d'acteurs présents sur ce marché. Les qualités sont pas encore superbes sur ce qu'on trouve. On a passé beaucoup de temps, on a fait ça avec nos clients. Aujourd'hui, on est plutôt content, satisfait de ce qu'on va sortir. Ça va être un rosé pétillant, sans alcool, sur des notes un petit peu agrumes, fruits rouges. C'est très facile à boire. Donc pourquoi on fait ça? Parce que le marché du vin dégringole ces dernières années, notamment le vin rouge. La consommation, je crois depuis les années 60, a été coupée par 2 ou 3. C'est quand même assez fort. Donc on essaie de trouver d'autres alternatives. En fait, l'idée, c'est pas de remplacer le vin, c'est d'offrir quelque chose de plus dans notre gamme. C'est ça. Et on n'a pas envie de boire un verre de rouge tous les soirs. On peut avoir envie d'un kisume, d'une boisson sans alcool. Et le gros avantage, c'est que, à titre comparatif avec un soda classique, c'est 5 fois moins calorique. Donc c'est quand même, en termes de sucre, c'est quand même intéressant comme boisson. Voilà. Et après, le parti pris qu'on a fait, nous, c'est de pas aller sur les vins tranquilles, parce que on trouve qu'en termes de goût, on n'est pas au rendez-vous. Voilà. En fait, il faut imaginer une bière sans bulle, c'est pas très bon. Et le vin désalcoolisé sans bulles, c'est exactement la même chose. Donc on a préféré partir sur quelque chose avec des bulles, voilà, qui est plus agréable. Voilà, donc ça c'était un parti pris qu'on a décidé sur le lancement. Et là on le lance mars. Là ça sort là, ça sort dans 10 jours et on a déjà vendu quelques palettes à un de nos clients en Amérique du Nord, donc on est content. C'est pas produit que c'est vendu, donc c'est pas mal. Ça peut se passer comme ça tout le temps, c'est parfait. Top. Dans ce média, j'ai beaucoup envie de parler forcément des succès, etc., des entrepreneurs, Aubert et Mathieu, mais aussi des sujets dans lesquels on ne parle pas souvent, c'est les échecs, les moments, les obstacles, etc. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu des moments de doute? Comment vous avez surmonté les obstacles? Voilà. C'est assez intéressant d'en parler, je pense, pour les gens qui nous regardent. Ok. Je commence. Ouais, vas-y. Bon, il y a eu un gros moment de doute. Le premier, c'était le Covid. Donc ça a été... On venait de se monter, on commençait à peine à vendre quelques bouteilles. On avait fait le salon Wine Paris, donc en tant que jeune vigneron, donc c'est un salon un peu sur lequel ils nous donnent accès. Et là on prend le Covid et c'est vrai que très rapidement en fait on pensait que c'était terminé. En fait c'était la fin de la première année. On avait vendu 8000 bouteilles. On avait un bilan qui est négatif, je crois, la première année. Donc la boîte était pas... C'est le lancement, c'est toujours difficile le lancement de boîte. On prend ça plus le Covid. Attention. Oui, non, on s'est dit c'est fini. Et en fait on a réussi à tourner ce problème
en communiquant beaucoup sur les réseaux sociaux. Du coup, on s'est dit, on n'avait rien à faire, donc Anthony, je crois, a envoyé pas mal de bouteilles. J'étais influenceur, on a fait pas mal de lives, des choses comme ça. En fait, le Covid nous a permis de nous remettre en question. Ça a été une pause pendant un mois. On a revu notre façon de travailler et de communiquer. Et de là, en fait, on a commencé à se faire repérer à droite à gauche et la machine est partie. Hein. Voilà, donc au final, on a réussi à transformer un échec en opportunité. Enfin, c'est pas vraiment un échec, mais en tout cas, c'est une grosse période de doute. Voilà, c'était une grosse période de doute. Pour la petite histoire, aujourd'hui, enfin, la première année, on faisait 8000 bouteilles. Cette année, on va faire... Là, on a fait 500 000 bouteilles cette année. Ça a été quoi les paliers d'évolution sur les années? Et 8 000, 50 000, 120 000, 250, 500. Donc on a des fortes croissances. Ça c'est un autre sujet, voilà. c'est un autre sujet à gérer. Qui dit forte croissance dit besoin en BFR très important. BFR, c'est besoin en fonds de roulement. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui permet de faire vivre la boîte. Du cash. Et je pense que c'est là où en fait. Ça on savait pas. Sincèrement, quand on s'est lancé, on s'y attendait pas du tout. C'est sûr. Quand on grossit, après il y a des contraintes qui arrivent. Et je pense que le métier de négociant ou vigneron, c'est un des métiers qui a besoin ou qui consomme le plus de besoins en fonds de roulement parce que tout simplement, vous faites le vin, vous le mettez en bouteille et vous le stockez pendant quand même 3 à 6 mois. Le temps de l'envoyer et le temps du délai de paiement, en fait, vous portez le stock presque pendant 8 mois, 9 mois. Et donc, pendant ces 9 mois, en fait, vous n'avez pas la trésorerie, il faut enchaîner sur la cuvée, sur la prochaine cuvée. Donc, en fait, c'est assez lourd et c'est là où notre complémentarité elle prend du sens parce que, bon, moi, des aspects financiers et des outils qui nous permettent de réduire ce BFR, j'en ai vu. Et après, Anthony, voilà, lui, sur la partie prod, il va m'aider, mais c'est pour ça que seul, des fois, c'est compliqué. Donc ça, c'était le premier échec. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, je sais pas si on peut parler d'échec, mais souvent, quand on lance une boîte, on se lance. En tout cas, nous, c'est notre philosophie. On se lance et on verra. On commence à partir à droite, à gauche. On sait pas trop ce qu'on veut. On part sur ce type de produit. On s'est posé à faire du saké, à faire de la bière. Est-ce qu'on est légitime? On a fait une boutique. On a fait une boutique à la Cité Carcassonne. Voilà. Énorme échec. Après, le problème, c'est qu'il vaut mieux se lancer, tester et voir, parce que sinon, on se lance jamais, on fait que réfléchir, en fait, et c'est ça le problème. On est un peu dans une approche test and learn, de toute façon, toujours, mais... Et souvent, on parle dans l'entrepreneuriat du why. Le why, c'est vraiment pourquoi. Pourquoi on fait une boîte? Pourquoi on a ce projet? La première année, je pense que nous, en tout cas, on n'était pas capable d'y répondre. Là, on sait un petit peu plus y répondre, mais c'est quelque chose qui accompagne l'aventure. C'est vraiment dur de répondre à cette question. Et pour nous, aujourd'hui, pourquoi cette aventure Aubert et Mathieu? Je pense que l'idée, c'est de se dépasser et montrer quelque chose de nouveau. C'est ça qui nous motive au quotidien en tant qu'entrepreneur. C'est pas, l'aspect financier, il est important. Quand on monte une boîte, tout le monde travaille pour quelque chose. Il est important et nécessaire. Mais c'est pas ça qui va vous motiver au quotidien quand vous vous levez le matin. L'idée, c'est de se dépasser, de vouloir montrer qu'il y a des choses différentes qui existent. En tout cas, c'est notre ADN chez Aubert et Mathieu. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ma plus grande fierté. C'est avoir montré qu'en 5 ans, aujourd'hui, on est distribué dans 35 pays. On fait des petits volumes. On a une positionnement de premium. On travaille avec des choses très connues. On est dans tous les stades de foot du Royaume-Uni. On est chez Air France. On en a plein des clients un peu emblématiques. Mais c'est ça qui ma plus grande fierté. C'est ça. Demandez, c'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier chez Aubert et Mathieu? Il y a eu plein d'étapes, mais Wimbledon, voilà, Wimbledon, c'est quand on a le rosé qui est derrière, qui est à Wimbledon, qui est servi. Ouais, partout. Ouais. Donc ça, voilà, ça c'est. Comment ça s'est fait? Mais en fait, c'est tout ce que dit Anthony, c'est-à-dire ce qui est stade au UK, c'est un gros client qui gère ça, qui s'appelle Compass, je crois qu'on peut le dire. Compass. Ouais. Et donc eux, ils ont un contrat avec plusieurs structures sportives, dont les stades de foot, dont Wimbledon. Et donc à partir du moment où eux, entre guillemets, ils référencent vos produits et ils vous valident, vous pouvez être dans ces endroits-là. Et donc après, il y a des appels d'offres chaque année. Et donc voilà, ça c'était super. On a eu la COP26 aussi à Glasgow. Air France la première fois. Ça a été. En fait, chaque fois c'est des petites étapes, mais c'est voilà. Ça vous rend pas, alors voilà, Anthony parlait d'argent, ça vous rend pas riche, mais en fait ça vous rend fier de le travail accompli, la façon dont vous représentez la région, parce qu'au final quand même, les gens voient que c'est des grands vins du Languedoc, ils voient qu'on est à Carcassonne, ça donne peut-être aussi envie de venir. Donc en fait c'est toutes ces étapes-là qui font que au quotidien ça donne de l'énergie. Pour finir, j'ai aussi envie que les gens qui nous regardent, ils puissent avoir des conseils d'entrepreneurs. Qui sont en discussion, etc. Est-ce que vous avez, vous, des conseils à donner à des gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat? Je pense que un des premiers conseils, c'est
c'est éviter d'être seul parce que il y a la solitude de l'entrepreneur. Donc nous on a fait ça à deux, mais parfois même à deux, des fois on se sent très seul. Et pourtant quand même on avait des bagages et c'est ça qui est important, complètement opposé. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, si vous me mettez dans un vignoble, on va rigoler, mais par contre on me met devant une feuille Excel. Bon voilà, donc en fait c'est avoir des compétences complémentaires ou avoir des gens à qui parler, donc ça c'est important. Et après en fait il faut apprendre continuellement, c'est-à-dire que tous les jours c'est une remise en question. Voilà, tous les jours, il y a des jours où on a envie d'arrêter, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, c'est les montagnes russes, mais c'est vrai que tous les jours faut se remettre en question, faut avoir vraiment l'envie de résoudre des problèmes. Ça c'est si vous êtes entrepreneur, vous avez envie tous les jours de résoudre des problèmes. Parce que si votre quotidien, ça va être de résoudre des problèmes. Parce qu'il y a que ça, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec le contexte économique. Votre quotidien, en fait, il est constamment en mouvement. Et en fait, c'est ça. C'est que faut quand même être prêt à ce niveau-là. Faut pas être trop stressé. Faut quand même absorber la pression parce que bon, après, au début, on a commencé, nous, c'était petit, mais il y a quand même des engagements financiers, des engagements personnels. Donc, c'est sûr que tout le monde regarde quand ça brille, mais il y a des choses où le soir, quand on se met la tête et que, voilà, donc ça tourne un peu. Mais voilà, donc il y a toute cette envie-là. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense qu'il faut pas avoir peur d'y aller. Même si quand on se lance, le projet, il est pas parfait, il faut y aller, puis ça se fera petit à petit. C'est ça que je dirais. Et après, la chance d'être accompagné. Parce que nous, par exemple, on a été accompagné, par le réseau Entreprendre. Donc ça aussi, c'est des mentors qui nous ont aidés sur le plan, entre guillemets, accompagnement et sur le plan financier. Donc voilà. Ça, voilà, l'important d'être accompagné, de bien cadrer son projet, parce que le but, c'est pas de dire aux gens, allez-y, et que les gens se plantent. Il faut quand même que le projet soit cadré. En ce moment, bon, voilà, typiquement avec le contexte économique, lever de l'argent ou c'est assez compliqué. Mais voilà, être accompagné. Là, je prends l'exemple de nous, mais on est dans des bureaux, ils sont hyper sympas. Au début, quand Anthony a commencé, l'immeuble, il y avait eu un incendie. Donc il était dans la poussière, il vivait dans un petit appartement à côté. Avant ça, j'ai fait 1 an dans une chambre chez ma grand-mère, hein, avec les murs, avec la tapisserie des années 70, et ça a commencé comme ça. Donc en fait, et voilà, et moi, grâce aussi à mes parents, j'ai pu bénéficier d'une petite structure où on a pu avoir un peu de stock sur place. Après Anthony, on a pu le loger, donc voilà, on s'est rapproché. Donc en fait, tout ne se fait pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des appuis, il faut avoir des soutiens. Donc ça, c'est important d'être bien soutenu. Il faut que votre famille vous soutienne parce que bon, au début, enfin voilà, c'est un peu comme quand vous dites j'ai une idée et que tout le monde vous dit ouais, ça ne marchera jamais. En fait, c'est ça, tout le monde va vous le dire. Donc voilà, ça faut être persuadé. Il faut s'écouter à soi-même. Il faut pas prendre tous les conseils des gens parce que nous, je pense que 97% des gens nous ont dit vous faites n'importe quoi. Donc, mais on nous l'a dit au début. Aujourd'hui, ça fonctionne pas trop mal. Oui. Mais moi, un conseil, ça serait se différencier, résoudre un problème. C'est ça qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau. Si vous allez faire comme votre voisin, vous allez le prendre en frontal et vous allez y perdre tous les deux. Donc voilà. C'est pas ça. Et un peu le slogan d'entreprise, quand Anthony disait le why, aujourd'hui, bon, nous au début, ce qu'on aimait bien, c'était faire bouger les lignes, parce que par rapport à et donc on avait dit un slogan, faire bouger les vignes. Mais en gros, ça nous représente bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on révolutionne pas et on prétend pas révolutionner la façon dont on fait du vin, mais par contre, voilà, on essaye de le faire à notre façon. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le futur pour Robert et Mathieu? Que ça continue comme ça. Oui, que ça continue. Ça continue comme ça, qu'on fasse plein de, enfin, qu'il y ait plein de moments de partage avec les gens et qu'ils continuent à se régaler à boire nos vins. Bon. Je pense que. Voilà. Dernier sujet, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup, Robert et Mathieu?
Sur le site web? Sur le site web, en B2C sur le site web, on a un onglet sur le site où trouver nos vins. Donc c'est tous les partenariats qu'on a avec les restaurants ou les caves, donc dans les villes en France. Je crois qu'on a 400 clients en France. Donc normalement, ça se trouve. On commence à être bien maillé. Je vais en citer quelques-uns qui sont emblématiques. Bon, on a la Grande Épicerie de Paris qui a été un de nos premiers clients. Donc ça, c'était vraiment, en parlant de succès, c'était un super succès ça. Aujourd'hui, on est en partenariat avec les halles Bill Toki, donc avec des halles à peu près partout en France. Donc c'est super. Et après, on a plein de brasseries, des brasseries parisiennes, que ce soit à Toulouse, par exemple chez Marco, qui est un des clients importants, chez Biquet pour ceux qui connaissent local. Qui aime faire la fête l'été. Voilà. Donc voilà. Donc après on est un peu partout. Et sinon vous nous appelez. Merci beaucoup Anthony, Jean-Charles pour ce premier épisode et à bientôt. À bientôt. Merci. À plus.